Bonjour Jean-Marc Nollet. Bonjour. Alors nous sommes à un mois des élections, l'heure de tirer peut-être un bilan sur cette législature. Écolo a connu des élections difficiles, mais semble avoir mangé son pain noir. Est-ce que la vague verte peut se traduire dans les urnes? Je l'espère, évidemment. Mais pour l'instant, ce sont des résultats de sondage. On sait tous que la seule chose qui compte, c'est le résultat du 26 mai. Le travail a été réalisé. On a fait le travail ici au Parlement depuis le premier jour après les élections. Nous avons proposé, nous avons critiqué, nous avons analysé, nous avons rédigé des textes de loi, nous avons relayé aussi ce que les citoyens, les associations, les entreprises demandaient. Et tout ça, je pense, participe de ce que vous appelez la vague verte. C'est vrai qu'on a déjà eu une première étape de franchie avec les élections communales du mois d'octobre, avec de beaux résultats et surtout de belles concrétisations dans les négociations, dans la formation des majorités communales. Et on espère aussi avoir un bon résultat au mois de mai. Mais jusqu'au bout, jusqu'au 26 mai, nous travaillerons pour avoir ce résultat. Reste que pour que cette vague verte s'inscrive dans toute la population, il faut peut-être se détacher de cette étiquette de bobo. Elle colle quand même au basque comme elle d'écolo. Hein. Écoutez, on sort des congés de Pâques et j'ai profité de ce moment-là pour aller sonner aux portes, dans Mont-Hainaut, dans la région de Charleroi notamment. Je connais. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, les personnes qui nous ont ouvert, qu'elles soient pour ou contre écolo, critiques ou plutôt soutenantes, ne nous ont classifiés comme étant bobos. Alors je sais que c'est un concept sur lequel on interroge régulièrement quand on est dans les médias, mais je pense que pour les citoyens, pour les familles, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, ça n'a que peu d'importance. Ce qui compte, c'est le contenu, pas l'étiquette que certains essayent de nous mettre. Vous avez eu un débat avec Bart de Wever, qui était houleux, cordial mais houleux. Franc. On a pu constater une opposition quasi totale, deux visions de la société complètement différentes. Effectivement, ce sont deux modèles de sociétés différentes. Ce ne sont pas deux démocraties. Il aime, lui, raconter sa petite histoire en disant « oui, il y a d'un côté la Wallonie, c'est une démocratie et nous, on fonctionne totalement différemment ». Non. On a vu d'ailleurs dans les autres dimensions du sondage qui vient d'être diffusé que sur bon nombre de questions de société, les préoccupations sont les mêmes au nord et au sud du pays. Mais c'est vrai qu'entre sa manière de répondre aux problèmes, la manière de l'ANVA qui est toujours de trouver des boucs émissaires, de travailler en milieu fermé, racrapoté, toujours sur le court terme, est très différente de notre manière à nous, cosmopolite, ouverte, jeune, moderne, essayant de jeter des ponts là où lui veut mettre des murs. Et donc oui, effectivement, j'assume complètement le fait que ce sont deux modèles de société fondamentalement différents. Reste qu'en Belgique, on ne gouverne pas seul. Ah bah oui, ça je ne l'ai jamais dit d'ailleurs. Comment fait-on pour se passer du plus grand parti, potentiellement du plus grand parti de Flandre? La décision appartient aux électeurs. Pour contourner l'ANVA, il faut que les électeurs choisissent de soutenir d'autres partis. Et c'est possible. C'est possible d'envisager qu'au soir du 26 mai, l'ANVA soit contournable. Et à ce moment-là, des coalitions seront bien entendu nécessaires, c'est clair. On sait, on est en Belgique, on est dans des systèmes politiques avec des majorités de coalition, c'est pas un parti unique, et heureusement. Hein. D'ailleurs, on a un peu trop vécu ça, je pense, avec l'ANVA, un parti quasi archi-dominant, qui impose sa loi, et notamment aux francophones qui étaient archi-minoritaires au sein du gouvernement. Je suis favorable à un modèle beaucoup plus équilibré pour la prochaine législature. Il y a quand même ce fameux record de 541 jours, comment l'éviter? Tout le monde y pense. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je crois qu'aucun Belge n'est fier de ça. Nous n'y étions pas. C'était les époques d'Irupo, etc. Mais qu'importe, je pense qu'au soir des élections, il y a deux possibilités. On l'évoque déjà. Il y a le modèle qui se construit autour de la NVA et des partis pourraient se raccrocher à ce modèle-là. Et puis il y a un modèle qui pourrait se construire autour des Colo-Groen et des progressistes. Et moi, mais justement, quelle est votre coalition idéale, que ce soit à tous les niveaux de pouvoir, en Wallonie, à Bruxelles ou au fédéral? Je vais vous répondre très simplement comme je le fais depuis 20 ans. Celle qui réalise le plus nos objectifs, nos propositions, notre programme.
pas de nom. Donc. Mais le PTB, vous sembliez quand même exclure lors du débat notamment. En fait, c'est très facile. La question pour le PTB, confirmer, peut-être. Bien sûr, bien sûr. La question du PTB est très facile à partir du moment où eux-mêmes ont décidé de ne pas participer au gouvernement parce que ça ne leur convient pas tant qu'ils n'ont pas 50%. C'est un peu ça dans la démarche, dans la logique dans laquelle ils sont. Ils l'ont expliqué. Ils l'ont démontré aussi au niveau communal. Allez, à Herstal, par exemple, ils auraient pu participer dans une majorité communale. Mais non, tant qu'ils n'ont pas tout et tout ce qu'ils demandent et tout de suite, ça ne leur va pas. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, hein, dans les vraies prises de position structurantes du PTB, ils préfèrent être dans la rue qu'être au Parlement, ils préfèrent être dans la rue qu'être au gouvernement et attendre le grand soir du grand jour où ils auront 51%. Pour ce qui me concerne, je préfère travailler aux dizaines de petits matins plutôt qu'au grand soir du grand jour. Jean-Marc Nollet, Premier ministre? Non. Non? Peut-être Christophe Calvo, alors, si gros. Oui, peut-être, ou bien Meriem El-Machi, ou bien Zakia Katabi, ou bien d'autres, oui. D'accord. Qui dit écolo dit transition énergétique, Ah, ça c'est clair, ça c'est évident, oui. Elle a un coût, on peut comprendre quand même cette flamme qui dit qui va payer. Bien sûr, c'est une bonne question, et c'est une question extrêmement importante, et je ne vais pas me défiler par rapport à cette question-là. La transition énergétique, mais pas qu'énergétique, la transition écologique, hein, globalement, a un coût. Mais ce coût est moins important que le coût de l'inaction. Aujourd'hui, les pollutions, aujourd'hui, les embouteillages coûtent très cher. Le chiffre de la FEB sur les embouteillages, 8 milliards d'euros. Demain, si nous arrivons à transférer une partie des publics qui viennent vers Bruxelles en voiture, seuls très souvent, vers des déplacements en train, on économisera 8 milliards d'euros. Alors ça a un coût parce qu'il faut investir dans les rails. Mais il faut investir moins que ce que ça peut rapporter. C'est une question donc de préfinancement. Et c'est la même chose dans l'isolation des bâtiments, par exemple. Pour les citoyens qui veulent isoler leur maison, il faut que l'autorité publique vienne aider le citoyen pour pouvoir isoler sa maison. Et après, c'est rentable. On a fait un calcul, ça peut être pour une maison moyenne, environ 100 € par mois de gagner si la maison est bien isolée. Il faut quelqu'un qui préfinance, c'est le rôle de l'autorité publique, et puis on peut se rembourser sur la diminution des factures. D'accord. Mais très concrètement, en restant sur la mobilité, vous proposez une gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans, les chômeurs et les bénéficiaires du CPAS. Comment fait-on? Ah ben, ça, c'est pas compliqué. C'est grosso modo 350 millions d'euros. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Et ça nous permet à nous de dire que des impacts actuellement payés par la sécurité sociale pour la pollution par les particules fines ne devront plus être payés. Donc on a une économie en sécurité sociale et on a une dépense en transport. Eh bien, on fait un transfert entre les deux. C'est pas compliqué. Mais allez, il y a cette classe moyenne quand même qui devra contribuer, parce qu'un transport en commun gratuit n'est jamais vraiment gratuit. Ah, j'ai jamais dit qu'il était totalement gratuit. Il est payant et je vous le dis comment on le transfère. Mais ce ne sont plus les citoyens, notamment la classe moyenne que vous visez à juste titre, les jeunes qui sortent des études avec un diplôme ou qui sont encore aux études, jusque 25 ans, dans notre proposition, cette classe moyenne-là ne devra pas payer son transport en commun. C'est un moment important de la vie, parce que les jeunes, à ce moment-là, font des choix structurants. Est-ce que je passe mon permis? Est-ce que j'achète une voiture? Non, nous leur disons, prenez le choix le plus simple. Vous avez des transports en commun, bus, tram, métro, train, prenez-les, ce sera gratuit pour vous. Et organisez votre vie en fonction de ce choix qu'on vous offre ici. Même chose sur l'allocation universelle pour les 18-26 ans. Voilà, Yann Jambon a parlé hier de catastrophe économique en cas de... Enfin, si les Verts venaient être au pouvoir. Georges-Louis Boucher parle de la massacre de la classe moyenne. Que leur répondre? Et que répondre à la population qui peut peut-être s'inquiéter légitimement. Évidemment, quand ils sont face à de tels slogans, c'est comme si on allait manger les petits-enfants. Allez, où est-ce qu'on est? Mais c'est bien la preuve qu'en fait, il y a une certaine forme de panique dans les partis traditionnels, NVA compris. J'entends encore aujourd'hui des propos hallucinants de Bart de Wever criant sa peur sur ce qui va se passer au sud du pays. Enfin, restons très calmes, ce qui se passe au sud du pays, ce qui se passe au nord du pays, la poussée des Verts se passe également en Allemagne. Je ne l'entends pas crier sur ce qui se passe là-bas. Le seul fait
réel qui doit effectivement l'angoisser, c'est que la NVA risque d'être contournable. À ce moment-là, je peux comprendre son sentiment de panique. Mais pour ce qui concerne les jeunes et l'allocation universelle, le revenu de base que nous offrons aux jeunes, c'est simplement aussi un transfert des allocations familiales, c'est un transfert des budgets du chômage, parce qu'aujourd'hui, nombre de jeunes ne trouvent pas d'emploi et veulent se lancer dans des activités d'indépendants, mais n'ont pas le soutien de base nécessaire pour créer leur activité. Avec ce que nous, ici, on propose, ça permettra de créer de l'activité et derrière ça, de créer de l'emploi. Et donc, ça participe d'une dynamique économique positive qui va avoir un return qui va faire qu'au final, ce sera non payant au global du budget avec l'équilibre des recettes et des dépenses. Pour revenir aussi sur cette transition écologique, comment ne pas faire en sorte qu'elle pèse sur les entreprises? Donc c'est vraiment la critique de Bart de Wever et de la NVA. On a vraiment peut-être un dilemme, même capitalisme-écologie dans ce cas-là. On a clairement un dilemme entre un modèle capitaliste néolibéral qui dérégule et qui fait que certains bénéficient très fort aujourd'hui de la largesse de l'État, les spéculateurs, les pollueurs, les multinationales, les diamantaires, toute cette entreprise, tous ces lobbies aussi que Bart de Wever aime tant protéger. Donc c'est clair qu'eux vont avoir des difficultés. Mais pour les autres personnes, et il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui habitent dans une maison et qui, au-delà de leur maison et de leur outil professionnel, ont plus d'1 million d'euros. Je ne sais pas si c'est votre cas. Non. J'en ai pas l'impression, en tout cas. Je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de gens qui nous regardent. Je n'en ai pas l'impression. Mais c'est vrai que dans notre proposition, pour équilibrer le budget, ceux qui, en mettant le coût de leur maison de côté, ont un capital de plus d'1 million d'euros, devront commencer à payer au-delà du million, pas en deçà. Ça, franchement, alors je comprends bien qu'il y a quelques diamantaires qui, eux, commencent à paniquer, c'est normal, mais la plupart des gens ne sont pas touchés, il suffit qu'ils regardent leur compte en banque, s'ils n'ont pas 1 million de dépôts, etc., et d'actions et tout, ils ne seront pas touchés par cette mesure-là. Mais oui, il y a besoin de redistribuer entre les plus riches et la classe moyenne et les gens qui sont plus précarisés. Ça fait partie de notre programme, on ne s'en cache pas, ni Groen d'ailleurs. D'accord, je vous remercie. Merci à vous aussi.